Messieurs les modérateurs, mesdames, messieurs, bonjour. Effectivement, on va aborder maintenant les effets du contrôle thermique après avoir vu les bêta-bloquants et on va voir que finalement on va se rejoindre sur certains points. Les effets qu'on va attendre du contrôle thermique, ils peuvent être liés à deux choses. Un, le contrôle de la température du patient en lui-même, mais aussi les effets du traitement qu'on peut utiliser pour arriver à contrôler la température du patient. Et dans les deux cas, il peut y avoir à la fois des bénéfices et à la fois des risques. Donc on peut s'attendre à avoir finalement un peu les deux. Alors, c'est difficile de répondre à cette question, qu'est-ce qu'on attend du contrôle thermique, alors qu'il y a énormément de questions qui ne sont pas résolues et qui n'ont pas vraiment été étudiées. Tout simplement déjà la définition de la fièvre, à partir de quel degré de température je pourrais indiquer un contrôle thermique. Les définitions actuelles qu'on utilise, d'abord, elles ne sont pas toutes les mêmes et elles sont à dire d'experts. Elles ne sont pas basées, par exemple, sur un pronostic. Si on veut faire un contrôle thermique, si c'est indiqué éventuellement quelle est la cible à atteindre, est-ce qu'il faut revenir à une température normale de 37 ou est-ce qu'il faut juste que le patient revienne en dessous du seuil qui définissait la fièvre? Avec quelle rapidité il faut le mettre en place, pendant combien de temps, et puis par quelle méthode. Donc toutes ces questions, elles sont au jour d'aujourd'hui non résolues, et donc c'est aussi difficile de répondre à la question de qu'est-ce qu'on va attendre du contrôle thermique. Alors il est assez clair quand même qu'il peut être dangereux pour certains patients, en tous les cas, les plus critiques et les patients en choc septique, il peut être dangereux d'avoir de la fièvre. Ça peut effectivement avoir des conséquences hémodynamique. Quand il y a un stress lié à une infection, quand vous avez une infection, ce qui va se passer, c'est que votre température cible va augmenter. Au lieu d'être à 37, vous devez être à 39, et donc vous allez être obligé pour ça de produire de la chaleur. Et produire de la chaleur, ça a un coût. Et c'est entre autres pour ça que les patients les plus sévères qui ont un choc septique n'ont pas de fièvre et sont même plutôt en hypothermie. Et on pense même que c'est un mécanisme de protection pour éviter justement ce qui va arriver, c'est-à-dire l'augmentation de la consommation en oxygène. Une fois que vous êtes à votre température, votre nouvelle température de consigne qui est 39, quand vous allez guérir de l'infection ou quand on vous donne un antipyrétique central, on va y revenir, vous allez rebaisser votre température centrale et pour ça, vous allez être obligé de vous vasodilater, vous allez vous mettre à transpirer et ça, ça peut finir éventuellement par de l'hypotension. Et donc c'est pour ça qu'il faut d'emblée distinguer les deux principales méthodes de contrôle thermique. D'une part, le refroidissement soit externe soit interne, d'autre part, les antipyrétiques. Quand on va faire du refroidissement, eh bien, on ne change pas la température de consigne, elle va toujours rester à 39, et si vous essayez de refroidir votre patient, eh bien, il va vouloir revenir à sa température de consigne qui est 39, et pour ça, il va se mettre à frissonner. Et ça, on va voir que, justement, c'est absolument ce qu'il faut éviter. Si vous faites du refroidissement externe ou interne, vous allez pouvoir déclencher une vasoconstriction, et ça, par contre, c'est plutôt ce qu'on rechercherait chez un patient en choc septique. Quand vous donnez un antipyrétique central, vous allez faire baisser la température de consigne du patient. Donc là, vous n'exposez pas le patient au risque de frisson. En revanche, vous allez induire, au moment de la décroissance de la température, une vasodilatation, ce qui n'est pas forcément une bonne idée chez un patient en choc septique. Alors, ce qu'on attend surtout d'un contrôle de la température, ici par du refroidissement externe, eh bien, c'est donc de faire baisser la température du patient et de faire baisser sa consommation en oxygène. Ça, c'est une étude de Constantine Mantous qui avait montré ça. Ce n'est pas que des patients choc septique, c'est des patients de réanimation. Vous voyez que la baisse de la consommation en oxygène, elle est de 10% pour 1 degré de baisse de température. Et cet effet bénéfique sur la baisse de la consommation en oxygène, il est important de noter que dans cette étude, il a été obtenu parce que les patients étaient ventilés et sous sédation et ils n'ont pas frissonné, puisque quand on est sédaté, eh bien, ça abaisse le seuil des frissons. Alors c'est vrai qu'il est très dangereux
de faire du contrôle thermique par refroidissement chez un patient septique qui n'est pas sédaté. Et c'est pour ça qu'on a la notion que ça peut être dangereux et que les experts qui sont un peu contre le contrôle thermique nous disent mais si vous refroidissez les malades, ça les aggrave. Alors pourquoi ça les aggrave? Effectivement, si vous plongez dans un bain de glace un malade en choc septique qui est fébrile, qu'est-ce qu'il va faire immédiatement? Il va frissonner s'il est réveillé. Et quand on frissonne, eh bien, on augmente sa consommation d'oxygène. Donc c'est exactement l'inverse que ce qu'on voulait faire, et c'est ce qui est montré sur cette figure. Vous faites baisser la température des patients, et vous voyez que la consommation en oxygène augmente, mais parce que les patients frissonnent, parce qu'ils ne sont pas sédatés. Alors vous allez me dire, du coup, pourquoi pas utiliser un antipyrétique central? On a très peu de données sur l'efficacité du contrôle thermique chez des patients de réanimation et encore moins chez des patients en choc septique par des antipyrétiques centraux. On a cette étude déjà assez ancienne avec peu de malades, mais qui avait inclus des patients pas que septiques, des patients de réanimation, et qui avait comparé 3 méthodes de contrôle thermique, le paracétamol, le métamizole, c'est un antipyrétique central mais qui n'existe pas en France, ou du refroidissement. Et vous voyez que sur la baisse de la température, il n'y a que le refroidissement qui marchait. En termes de réduction de la consommation d'oxygène, eh bien, c'est bien lié à la baisse de la température, puisqu'il n'y a que le refroidissement qui permettait de diminuer la VO2 des patients. Et là encore, les patients étaient sédatés, mais modérément. Ils n'avaient pas besoin d'être curarisés, ils n'avaient pas frissonné. On avait obtenu une baisse de la consommation d'oxygène. Et on voit ici, on va y revenir, que quand on arrive à faire baisser la température, ça s'associe à une baisse de la fréquence cardiaque. Donc on a l'impression que les antipyrétiques centraux, c'est peut-être pas suffisamment efficace si on veut faire du contrôle thermique. Ce qui a l'air d'être plus efficace, c'est l'ibuprofène, un anti-inflammatoire, mais c'est peut-être pas une bonne idée chez les patients septiques. En tous les cas, c'est ce qui avait été testé dans cette étude déjà ancienne de Gordon Bernard, qui avait comparé l'ibuprofène à un placebo, pas avec l'objectif de contrôler la température, mais de tester les propriétés anti-inflammatoires de l'ibuprofène. C'était une étude randomisée. Vous voyez que sur la température, les patients qui étaient inclus dans le bras ibuprofène avaient effectivement une baisse importante de leur température, qui était associée à une réduction de la fréquence cardiaque. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette étude, certains patients avaient eu une mesure de la VO2 et on retrouve cet effet attendu qui est une baisse de la consommation d'oxygène et aussi une baisse plus rapide de la lactatémie. Le critère principal de jugement de l'étude, c'était la mortalité. Finalement, il n'y a pas eu d'amélioration de la mortalité avec l'ibuprofène, mais à l'inverse, il n'y a pas eu plus de décès dans le groupe ibuprofène. Alors, on peut attendre des bénéfices et à la fois des risques d'un contrôle thermique. Et ça, c'est une étude expérimentale animale qui, à mon sens, illustre très bien ce qu'on va faire avec du contrôle thermique. C'est un modèle de pneumonie à bacille gram négatif, très simple. On induit une pneumonie aux rats et après, on les met soit dans une cage à température adéquate pour qu'ils puissent faire de la fièvre en réponse à la pneumonie, soit on les met dans une cage un peu refroidie pour qu'ils ne puissent pas faire de fièvre, donc c'est l'équivalent d'un refroidissement externe. Donc vous avez un groupe d'animaux qui est hyperthermique, un groupe qui est euthermique, et on regarde à la fin de l'expérimentation l'histologie pulmonaire, et on voit que chez le groupe euthermique, eh bien, il y a moins d'inflammation. Donc on peut s'attendre, et ça a été montré par ailleurs, à moins d'inflammation quand on fait un contrôle thermique. Mais quand on regarde l'inoculum bactérien à la fin de l'expérimentation, les animaux euthermiques ont plus de bactéries dans le poumon. Donc on va d'emblée qu'il y a un peu un paradoxe. Moins d'inflammation, mais plus de bactéries. Alors plus de bactéries, c'est aussi un effet potentiellement attendu, puisqu'on sait que la croissance bactérienne, elle est inhibée par la température, au moins dans les boîtes de pétri, mais c'est aussi montré chez les animaux, et là ça se confirme. Et donc si vous faites un contrôle thermique, certes vous allez avoir moins d'inflammation, mais plus de bactéries. Et ces auteurs ont eu l'idée de dire, du coup il y a des bénéfices, il y a des risques. En termes de mortalité de nos animaux, peut-être ce qu'il faut faire, c'est leur mettre des antibiotiques. Et effectivement, quand vous faites un contrôle thermique avec une antibiothérapie, c'est-à-dire qui vous permet de traiter correctement l'infection et d'éviter le risque lié à la croissance bactérienne, vous arrivez
à réduire la mortalité, puisque là, il n'y a aucun des animaux qui est mort dans le groupe contrôle thermique. Alors, on a des données cliniques qui viennent de l'étude qu'on avait faite avec une dizaine de centres en France, qui est l'étude Sepsis School. L'idée, c'était de dire, on va faire du contrôle thermique pour obtenir de la normothermie avec du refroidissement externe, en évitant d'induire des complications. Et donc, pour être inclus, les patients devaient être en choc septique, fébriles, mais ventilés et déjà sous sédation. Les cliniciens avaient de toute façon décidé que les malades étaient sédatés. Ensuite, ils étaient randomisés pour avoir un refroidissement externe pour obtenir une cible de température qu'on avait définie entre 36,5 et 37, mais on ne savait pas bien à quelle cible il fallait être. On avait décidé ça a priori. Et pendant 48 heures. Et l'autre groupe, eh bien, ont respecté la fièvre. L'idée, c'était le contrôle à la phase aiguë du choc septique et d'avoir un effet hémodynamique sur la dose de vasopresseurs. Et donc, les patients, les doses de vasopresseurs étaient gérées par des protocoles, des algorithmes, par les infirmières. Les docteurs n'intervenaient pas, parce qu'on ne pouvait pas faire l'étude en aveugle. Ce qui est important de regarder, c'est à qui on a fait du contrôle thermique. C'est-à-dire quelle est la population inclue dans l'étude. Ce n'est pas du contrôle thermique à la phase très aiguë du sepsis. Ce n'est pas des patients qui arrivent aux urgences. Ils ont déjà été réanimés, ils ont les catécholamines et ils ont été inclus à peu près 10 heures après le début des vasopresseurs. Et donc, ils ont tous déjà les antibiotiques. Comme type d'infection, c'est essentiellement des pneumonies, des maladies infectieuses pas trop compliquées à contrôler par les antibiotiques. Ils ont quasiment tous une antibiothérapie adaptée. Et finalement, alors que la curation n'était pas obligatoire, il fallait juste que les patients soient sédatés, il y a juste 3 patients qui ont chez qui on a arrêté le contrôle thermique à cause de frissons. En termes de résultats, eh bien, on a observé qu'il y avait un effet favorable sur les catécholamines, avec une réduction des catécholamines plus rapide, plus de patients chez qui on pouvait les sevrer, et en termes de défaillance aussi, une évolution plus favorable, avec un delta-SOFA qui était plus favorable avec le contrôle thermique, et puis moins de patients chez qui l'épuration extra-rénale était nécessaire. Et puis en termes de mortalité, ce n'était pas du tout le critère principal de l'étude, mais on avait choisi de regarder une mortalité assez précoce. On n'avait pas la prétention de sauver des vies à 3 mois, mais une mortalité juste après l'intervention thérapeutique qui était de 48 heures. Et on a observé qu'il y avait un meilleur pronostic chez les patients qui avaient eu le refroidissement externe. Après 14 jours, on n'a plus de différence sur la mortalité, puisque la mortalité à la sortie de réanimation et à la sortie de l'hôpital n'était pas différente. Alors, ce qu'on attend aussi des effets d'un contrôle thermique, c'est une baisse obligatoire de la fréquence cardiaque. Et on vient de voir avec M. Morelli que potentiellement ça avait des effets favorables de baisser la fréquence cardiaque, en tous les cas avec les bêta-bloquants. Donc, on s'est posé la question, on s'est dit, mais là, avec le contrôle thermique, on va réduire la fréquence cardiaque. Et c'est vrai, vous avez ici les courbes de température et ici les courbes de fréquence cardiaque. Vous voyez que ça baisse beaucoup plus vite dans le groupe refroidi. Et donc on s'est dit, mais quelle est la part de l'effet qu'on voit sur le contrôle hémodynamique et sur la mortalité précoce entre le contrôle thermique ou peut-être le contrôle de la fréquence cardiaque par le contrôle thermique. Donc on a repris la base de données de l'étude. On a testé différents niveaux de contrôle thermique et de contrôle de la fréquence cardiaque. Et on a comparé le temps passé avec une température en dessous de ce seuil ou le temps passé avec une température en dessous du seuil le temps passé en dessous du seuil de température ou en dessous du seuil de fréquence cardiaque. Et on a comparé ce temps passé entre les survivants et les patients décédés. Le meilleur seuil qu'on ait trouvé pour la température, c'était 38,4. On va dire le seuil le moins pire, pas forcément le meilleur, parce que finalement, ce n'était pas très prédictif, la fréquence cardiaque, c'était 95. C'est quand même amusant de constater que c'était le seuil utilisé dans l'étude de nos collègues italiens. Et ensuite, on a fait une analyse de médiation. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails pour vous expliquer ce que c'est, pour essayer de déterminer quel est l'effet lié à la randomisation. Je suis refroidi ou je ne suis pas refroidi. Est-ce que cet effet sur la réduction de mortalité passe
par un effet indirect du contrôle de la température ou par un effet indirect du contrôle de la fréquence cardiaque. Et en fait, on a retrouvé que c'était significativement et essentiellement l'effet du contrôle thermique et que l'effet du contrôle de la fréquence cardiaque n'intervient que dans 3% de la différence de mortalité qu'on observait entre les deux bras de l'étude. Donc l'idée, c'est de dire que si les bêta-bloquants ont un effet sur le contrôle hémodynamique et la survie des patients, probablement il n'est pas que expliqué par la baisse de la fréquence cardiaque. L'autre donnée intéressante qu'on peut retirer de cette étude, c'est qu'en termes de seuil, eh bien 38,4, c'est le seuil qui discriminait le mieux les patients survivants ou les patients décédés à J14, et peut-être que c'est un seuil qu'il faudrait tester plus largement comme objectif pour déclencher un contrôle thermique. Et après, est-ce qu'il faut juste les laisser en dessous de 38,4 ou vraiment faire du contrôle jusqu'à 37? Eh bien, c'est des questions qui restent à étudier. Alors, on a une autre étude qui est sortie dans le New England et que vous avez dû voir, qui vient de nos collègues australiens, qui a un design très différent parce qu'on ne parle pas des mêmes malades. Là, c'est des patients tout venant de réanimation, mais qui ont une suspicion d'infection puisqu'ils ont de la fièvre à 38, au moins 38, et des antibiotiques. Ils sont randomisés pour soit recevoir un placebo toutes les 6 heures, soit recevoir là un antipyrétique central qui est du paracétamol, jusqu'à ce qu'ils deviennent apyrétiques pendant au moins 24 heures. Le critère principal de jugement de l'étude, c'était le nombre de jours vivants en dehors de la réanimation jusqu'à J28. Donc là, encore, il faut regarder les patients qui sont inclus dans cette étude. Vous voyez qu'il y en a un certain nombre, il y en a 300, plus de 300 par bras. Ce ne sont pas les patients en choc septique. Vous voyez, choc septique, c'est à peu près 20%, ce qui fait 60 patients par bras. La page 2 est assez modérée, donc ce n'est pas du tout les mêmes malades que ceux qui étaient inclus dans notre étude Sepsis School. En termes de critères de jugement, il y en a beaucoup, vous ne voyez pas tout, mais tous sont non significatifs, que ce soit le critère principal, c'est-à-dire le nombre de jours vivants en dehors de la réanimation, que ce soit le nombre de jours vivants sans défaillance d'organes, que ce soit la ventilation mécanique, les inotropes, la dialyse, tout ça est non significatif. Et en termes de mortalité, à J28 ou à J90, il n'y a pas de différence chez les patients qui recevaient le paracétamol versus ceux qui recevaient le placebo. Alors le problème, c'est que le contrôle thermique, il n'a pas forcément été vraiment différent entre les deux bras, puisque vous avez ici l'évolution des températures moyennes. Vous voyez que c'est quasi pareil. Il y a à peine un demi-degré d'écart. Et donc, ça nous fait dire que le paracétamol, c'est potentiellement pas suffisamment efficace si on veut vraiment faire du contrôle thermique. L'autre chose, c'est que les patients sont très rapidement aussi apyrétiques spontanément. Donc, c'est pas sûr que les patients traités par paracétamol aient vraiment bénéficié du contrôle thermique. Ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde les courbes de survie, eh bien, on retrouve un peu la même chose que dans notre étude Sepsis School sur le refroidissement externe. C'est qu'on a l'impression que dans les premiers jours, les deux courbes s'écartent quand même en faveur du contrôle thermique, et après, les deux courbes se rejoignent. Alors, l'idée de la réanimation, ce n'est pas de retarder la mort. Effectivement, c'est de sauver des vies, mais c'est une question qu'il faut se poser parce qu'on observe un peu le même phénomène. Et donc, vous savez que les patients qui ont un sepsis, bien souvent, ils ont un état, ce qui est appelé ici hypohumain, c'est-à-dire qu'ils sont immunodéprimés après la phase aiguë du sepsis, et que le contrôle thermique, ce qu'on essaie de cibler, c'est cette phase-là hyper-inflammatoire. Peut-être qu'on arrive trop tard déjà, dans la phase plutôt d'immunodépression. Peut-être qu'on va finalement aggraver cet état d'immunodépression et qu'il y a des complications retardées qui vont arriver et que c'est pour ça que les patients finalement vont avoir une mortalité plus tardive identique. Est-ce qu'on peut attendre plus de l'hypothermie thérapeutique ? Eh bien, attention à l'hypothermie thérapeutique. On a peu d'études dans le sepsis. On a l'étude de Bruno Mourvillier dans les méningites
qui nous montre qu'il y avait plus de mortalité chez les patients qui recevaient l'hypothermie. Et là, on sait que la méningite, ce n'est pas la pneumonie, que peut-être que de faire du contrôle thermique ou de l'hypothermie chez une infection qui n'est pas encore contrôlée, ça pourrait être délétère. Une étude qui n'a rien à voir avec le choc septique, mais moi qui m'a intéressée puisqu'on parle de rein, c'est l'hypothermie, je ne vais pas dire thérapeutique, mais l'hypothermie chez les donneurs d'organes sur la fonction des greffons. Eh bien, vous voyez que quand les donneurs d'organes sont traités par hypothermie, les greffons rénaux ont une meilleure récupération après la greffe. Donc, est-ce qu'on peut attendre des effets favorables de l'hypothermie sur la fonction rénale? Eh bien, ça mériterait peut-être d'être testé. Et on va avoir des réponses, puisqu'il y a un essai multicentrique danois qui est en train de tester l'hypothermie thérapeutique chez les patients en choc septique. À ma connaissance, il n'est pas encore terminé. Donc pour conclure, qu'est-ce qu'on peut attendre du contrôle thermique? Probablement des effets bénéfiques hémodynamiques à la phase précoce, mais à certaines conditions. Si l'infection est contrôlée, si chez les patients les plus sévères, c'est-à-dire les chocs septiques et qui sont plutôt avec un état d'hyperinflammation, il faut probablement, si on veut les effets bénéfiques, utiliser du refroidissement en l'absence de frissons, mais peut-être, et c'est ça qu'il faudrait étudier, peut-être que ça va quand même induire des complications retardées, que c'est ça qui explique qu'au final, on n'aura pas de différence de mortalité tardive, mais ça ouvre aussi la discussion des critères de jugement sur la mortalité du sepsis, puisqu'on sait bien que les causes de mortalité précoce et tardive ne sont probablement pas les mêmes. Je vous remercie.